Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Rust et Polydamas. Salut les gars. Aujourd'hui, énorme épisode du podcast La Sueur, MMA, boxing, kickboxing et tout ce que vous voulez, puisqu'il y a l'UFC 226 ce week-end. Événement de l'année après l'UFC 225, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ou événement de l'année tout court? Sans aucun doute, hein. Ouais, moi je pense qu'on peut dire événement de l'année. Carte de l'année. Pour le coup, donc, on va faire évidemment la preview du combat de Francis Ngannou qui arrive contre Derrick Lewis, mais avant, hein, on vous fait patienter, on fait un petit peu de putaclic, et puis comme ça, vous restez un peu plus pour nous écouter. Donc, on va commencer par les prélims directement, avec quel combat, Rust? On commence par lequel? C'est un combat intéressant, c'est Lando Vannata contre Drakkar Klose. Ouais. Lando Vannata, je sais pas si nos auditeurs sont familiers avec ce gars-là, mais il est d'une créativité qui est sans borne dans ce style de combat. Il a un style qui est vraiment intéressant. Et il combat un gars qui est l'inverse opposé. C'est un gars super solide sur ses fondamentaux, très classique. Et ça va faire, je pense, un combat un peu de l'ordre de celui qu'avait fait Lando Vannata, qui était absolument sublime, contre le Suédois dont j'ai oublié le nom. Ouais. David Teimour. David Teimour, ouais, oui. Et je pense que là, ça va être à peu près pareil. Ouais, d'ailleurs c'est très étonnant, moi j'attire l'attention sur le fait que Lando Vannata ouvre la carte. Je trouve que c'est un choix un peu particulier parce que c'est quand même quelqu'un qui a un petit star power, même s'il n'a pas encore rencontré le succès qu'il mérite dans l'octogone, et je m'interroge sur cette place sur la carte. Dans tous les cas, ça va être un combat vraiment intéressant parce que c'est une vraie opposition de style entre un next-gen striker et plutôt un mec complet un peu partout, mais pas brillant nulle part. Enfin, c'est ça qu'on peut dire. Et du coup, pour soutenir juste ce que dit Mathieu, c'est vrai que c'est d'autant plus. Ça choque d'autant plus que ce sont quand même des noms, les deux, des petits noms, et le combat qui est au-dessus, qui est donc Jamie Moyle contre Emily Whitmire. Je connais ni l'une ni l'autre, je pense que le niveau sera des années-lumière, et franchement, c'est un peu dommage de ne pas considérer des combattants comme ça. Entièrement d'accord. Après, c'est vrai que Lando Vannata, ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'après tout le bien qu'on pense d'ailleurs de lui, avec ce fameux combat contre Tony Ferguson, qui avait mis en lumière tout son talent, il avait un peu baissé, parce que c'est vrai que, vous l'aviez rappelé, le combat contre Teimour, il s'était incliné. Teimour qui avait quand même une petite hype, hein, après le tough et tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense, aujourd'hui aussi pour Lando Vannata, entre les blessures, plus les contre-performances entre guillemets. Je pense que l'UFC, ils se disent, on le met sur la carte de l'année. Certes, c'est les prélims, mais il ne faut pas oublier que les prélims du Fight Pass, c'est généralement en fait ce qui est le plus vu avec les prélims de la Fox. Donc peut-être que c'est en soi une sorte de cadeau pour lui, hein, mais bon. Petit prono sur le combat. Moi je vais mettre Lando Vannata par décision. Moi je vais mettre Lando Vannata, mais par KO round 3. Oh. Ouais, je vois aussi KO Vannata, round 3 aussi. Donc le combat de femmes dans strawweight, donc Jamie Moyle contre Emily Whitmire, Whitmire, pardon, autant pour moi, qui n'a pas de page Wikipédia. Quel pronostic? On s'attarde pas du tout là-dessus. Je les connais pas perso, donc tu as plouf, moi je dis Jamie Moyle, mais... Moi aussi je dis Jamie Moyle. Une demi-moyle. Hein. Oui, moi je dis Jamie Moyle, la page Wikipédia me fait aller dans ce sens-là. Ensuite, combat lightweight, petit prono vite fait, toujours sur les préliminaires de l'UFC Fight Pass, Dan Hooker contre Gilbert Burns. Alors c'est des combats vraiment intéressants. Gilbert Burns, c'est quelqu'un qui est très régulier, qui est passé un peu au travers des groupes parce qu'il ne combat pas... et ça fait partie de ces combattants que l'UFC met vraiment pas en avant parce qu'ils ne veulent pas les mettre en avant, parce qu'ils n'ont pas vraiment de star power. Mais c'est un combattant vraiment efficace, qui n'a pas vraiment de défaut, il est bon au sol et puis il strike bien. Il n'a juste pas vraiment de charisme et pas vraiment de star power. Et Dan Hooker, c'est un peu différent, c'est un combattant qui était assez médiocre il y a quelques années et qui depuis quelques combats semble avoir trouvé son rythme et semble s'être amélioré, notamment en striking. Je trouve que c'est pas quelqu'un de très talentueux, mais il fait les choses bien, il est fondamental et il applique bien ses game plans. Donc c'est un combat qui, pareil, personne va vraiment regarder, qui attire pas vraiment l'œil sur la carte. Mais moi, c'est un peu ma wild card. Je pense que ça va être un combat intéressant, à mon avis. Écoute, pas mieux. Et oui, c'est vrai que ça va être vraiment intéressant de voir si Dan Hooker, justement, est sur une lancée et va réussir à progresser autant qu'il semble progresser sur ses combats précédents. Et donc quel pronostic?
Dan Hooker à la décision aussi. Ouais, la même. Bim, moi aussi, Dan Hooker. Alors oui, à chaque fois, pour ces combats-là, on essaye de faire directement les pronos, parce que sinon, vu le nombre de combats qu'il y a sur la carte, on est là jusqu'à l'UFC 226. Ensuite, les préliminaires de Fox Sports 1, on commence par le superbe combat welterweight entre Curtis Millender et Max Griffin. Alors, quel pronostic? Ensuite, rassurez-vous, il y aura du lourd. Moi, je vois petite victoire de Max Griffin. Voilà, par décision, je pense. Bah alors moi, très honnêtement, je connais pas Curtis Millender. Je vois vite fait Max Griffin, j'ai vu vite fait combattre, mais il m'a pas fait forte impression. Il a battu un prospect ou un mec un peu en vue, Max Griffin, récemment, non? Oui, c'est pour ça. Perry, non? C'est ça, exactement. Alors Max Griffin aussi. On va dire, pas sur le bénéfice du doute. Vraiment, c'est par élimination Max Griffin, mais bon. Ensuite, nous avons Bantamweight, là voilà, on commence à avoir du lourd, hein, avec Raphaël Assunção qui affronte Rob Font. Donc le gros problème d'Assunção, c'est vraiment qu'il est chez les Bantamweight, une catégorie, on en avait parlé avec Rust la semaine dernière, de tueur à gages, et qu'il a en fait, voilà, une nouvelle fois, il devrait avoir la victoire contre Rob Font, mais je pense que ce sera pas suffisant pour lui garantir un title shot, vu tous les noms qu'il y a. Je pense en tout cas qu'il fera le job contre Rob Font, mais après la suite pour lui, ça passera par Moraes ou Rivera ou d'autres mecs comme ça. Bah, d'autant qu'il a déjà battu Moraes. Oui. Mais Raphaël Assunção, je pense qu'il n'aura jamais de title shot. C'est un peu le Jacare en fait de la catégorie bantamweight. C'est un mec qui est capable de battre virtuellement tout le monde, ouais. Et qui a battu d'ailleurs tout le monde dans cette catégorie en fait. Sauf Cruz ou sauf Eddie Lachaud. Et sinon, il a vraiment battu à peu près tout le monde. C'est quelqu'un que personne ne combat parce qu'il n'y a rien à en tirer de ce combat-là. Au pire, on perd et au mieux, on gagne, mais ça n'a pas d'importance. Donc, c'est dommage pour Raphaël Assunção. Je le vois gagnant aussi contre Rob Font. Rob Font qui est un peu sur une lancée là parce qu'il a eu des belles victoires, notamment contre Almeida. Par KO d'ailleurs, hein. C'était assez intéressant. Donc, Rob Font, c'était un brawler avant et maintenant il semble s'être un peu peaufiné sur ses derniers combats. Je donne quand même Raphaël Assunção par décision. Alors je sais ça fait beaucoup de décisions, mais c'est des combattants à décision. Raphaël Assunção il gagne souvent par décision. Je donne ça. Bah, c'est ce que j'allais dire, et c'est aussi une des raisons pour laquelle Raphaël Assunção n'est pas vraiment connu du grand public. C'est parce que le problème c'est que il n'a pas un style qui est vraiment agréable à l'œil. C'est pas un finisher par définition. Ce qui est le cas du Big Three, enfin vraiment que ce soit Cruz, Dillashaw ou Garbrandt. Ils ont des styles très flashy et en plus ce sont, en tout cas pour les deux derniers nommés, vraiment des finishers dans l'âme. Le problème c'est que personne ne le connaît, en plus il n'a pas un charisme de dingue non plus, il en pâtit, mais c'est un mec qui est efficace et quand il n'est pas placé contre des aussi gros noms, et ben, il fait le taf et je pense qu'il va dominer techniquement et surpasser techniquement Rob Font. Donc je mets Assunção aussi. Allez, donc là, logique, nous sommes tous d'accord. Welterweight toujours, Paul Felder, donc le commentateur, et puis quand même un combattant très solide qui affronte Mike Perry. Mike Perry qui est toujours là pour apporter le show, pour brawler. On espère, moi ce que j'espère pour Mike Perry, c'est qu'après sa dernière défaite donc contre Max Griffin, qu'il a un peu changé. On l'a vu s'entraîner avec nos potes de Greg Jackson. Donc peut-être qu'enfin il y aura un game plan. Il a largué sa girlfriend qui était aussi sa pseudo coach. Ouais, il l'a largué juste après sa dernière défaite en mode je vais essayer là de me concentrer pleinement sur ma carrière parce que on l'avait vu, c'est vrai qu'il est assez limité tactiquement. Mais bon, contre Paul Felder, j'ai peur que ce soit un peu juste parce qu'on en parlait avant l'UFC Brooklyn. C'est quand même un très sérieux client, l'ami Felder. D'autant plus que c'est un sacré client et il est très technique, Paul Felder. Ouais. C'est vrai qu'on peut se souvenir de son combat par exemple contre Barbosa, où Barbosa il avait une edge, il était un poil au-dessus, mais vraiment il n'avait pas à en rougir au niveau de sa palette technique. Paul Felder, c'est quelqu'un qui est rapide, qui est puissant en plus d'être technique, et même s'il n'a pas le niveau pour aller titiller un peu le top du pop de la catégorie, je pense que ce sera largement suffisant contre Mike Perry. Mike Perry, j'ai peu d'espoir, même s'il se met avec un super camp d'entraînement. Je pense pas qu'il ait comment dire, l'intelligence, le fighting IQ nécessaire, même avec une bonne stratégie avant le combat, de vraiment briller contre un gars aussi technique que Paul Felder. Pareil, moi je trouve que Mike Perry c'est juste. J'ai pas une grosse estime de lui, hein, je vais être très honnête. C'est quelqu'un qui est capable de certains flashs de brillance parfois,
Notamment, je me souviens, à son KO, c'était je crois que c'était contre le mec qui ressemble à Ethan Hawke, là. J'ai oublié comment il s'appelle. Avec un coup dans le sortie clinch de l'enfer. Donc il est capable d'avoir cette brillance, mais je trouve qu'il est trop amoureux de ses mains. En fait, c'est un Paul Felder bis, en fait. Il est tombé amoureux pas un Paul Felder, un Ellenberger bis. Tu vois. Il est tombé amoureux de ses mains, il se contente de boxer, même de brawler. Il prend beaucoup trop de coups, et je pense que contre Felder, ça va pas passer. Enfin, il peut évidemment mettre KO Felder, évidemment, il y a toujours cette possibilité-là, mais je pense qu'il va se faire corriger en clinch et qu'il va se faire, il va se faire dépasser, en fait. Il va se faire dépasser. Je vois une victoire par décision, moi, de Felder, sur le coup. Moi, je dirais bien... soumission, peut-être. Ouais, c'est pas un combat à décision, quand même. Je pense TKO de la part de Felder, soit deuxième, soit troisième. C'est genre fin deuxième round ou début troisième. Je vais mettre la même. Donc, vous voyez une première défaite de Mike Perry par KO. Ouais, parce que Felder, il travaille en reluque en plus. Il est sharp. Il est sharp. En clinch, il est pas mauvais. Non, franchement, il a les moyens. En plus, si Mike Perry décide pour ce combat-là de tout changer et d'essayer un nouveau game plan, ça veut aussi dire que probablement il sera pas aussi sûr que la confiance qu'il avait dans les combats précédents. Il va peut-être essayer des choses dans ce combat-là et en fait ça ne marchera pas. Ça fait beaucoup d'incertitudes pour un mec qui en plus n'est pas connu pour s'adapter forcément spécialement dans ses combats. Ça fait beaucoup, je pense. On passe désormais, peut-être que vous pouvez allumer la lumière, les gars. On passe donc désormais au combat middleweight, main event, donc des préliminaires. Uriah Hall contre Paulo Borrachinha qui est notre petit chouchou que nous avions interviewé à l'UFC 224. Donc là, vraisemblablement, un combat entre deux combattants qui sont sur la trajectoire opposée. Donc on dit Uriah Hall, on en parle depuis des lustres, incapable du pire, mais surtout du meilleur, par exemple, contre Gegard Mousasi ou Oteuf, qui là, en fait, a manqué son dernier combat qui était pour l'UFC, c'était en tout début d'année à Orlando, je crois, c'était en janvier, il devait affronter Vitor Belfort, il avait manqué le poids, Dana White avait dit que c'était un cruel manque de professionnalisme de sa part, Hall a dit qu'il avait failli mourir, bref, là, il est de retour contre Paulo Borrachinha, machine à KO, invaincu et qu'il a compte bien enchaîné contre un nouveau test pour lui, puisque son dernier combat, c'était une victoire par TKO, contre Johnny Hendricks à l'UFC 217 au Madison Square Garden. Une victoire contre Hendricks, contre Hendricks vieillissant et vraiment, tu sais, il avait déjà un pied dans la tombe, sans pouvoir l'enfoncer, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, Mais voilà, c'est une belle victoire et un beau nom, c'est-à-dire que c'est bien pour son résumé, pour son palmarès. Je sais pas si ça prouve énormément quant à son niveau et ce qu'il pourrait apporter contre les meilleurs de la catégorie. Mais de toute façon, c'est un peu comme Ngannou dans ses premiers combats, c'est-à-dire que même si c'est pas une opposition étincelante, on peut quand même se fier aux skills qu'on voit et qui nous montrent. Et du coup, en se basant sur sa vitesse d'exécution, sur sa puissance, sur ses déplacements, sur son intelligence dans le choix des coups, honnêtement, on peut vraiment espérer le meilleur pour ce gars-là. Et en plus, au niveau de l'opposition de style, contre Uriah Hall, qui est un contre-puncher, ça peut être vraiment deux mecs surpuissants, ultra athlétiques et très techniques, ça peut être magnifique. Franchement, c'est le combat que j'attends presque le plus de cette carte. Franchement, super statement. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur Uriah Hall. Je trouve que c'est vraiment... on sait jamais, il n'est pas constant du tout, et du coup, c'est un peu compliqué de tabler sur lui. Donc moi, j'ai arrêté de tabler sur lui de toute façon. Et il y a aussi un truc qui m'inquiète par rapport à ce combat-là contre Paulo Henrique Costa, c'est que Costa, c'est un mec qui aime bien mettre la pression et qui aime bien combattre ses adversaires en les forçant à avoir le dos à la cage. Et Uriah Hall, le problème, c'est qu'il ne sait pas du tout sortir de l'enfermement. À chaque fois qu'il sort de l'enfermement, quand quelqu'un le positionne contre la cage, il baisse les bras. C'est un truc qu'il fait tout le temps. Junior Dos Santos. Mais pire, c'est-à-dire qu'en gros, Junior Dos Santos, au moins, il colle le menton. Il court en fait comme ça un peu, tu vois. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'était pris son premier KO contre Weidman dans une obscure organisation, mais vous pouvez retrouver le KO, c'est exactement comme ça. Et donc moi je pense qu'il va se faire clipper par Paulo Henrique Costa comme ça. S'il lui fait pas un putain de spinning back kick dans la gueule dans le premier round, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Hautement probable, moi je vois un KO de Borrachinha, je verrai vraisemblablement deuxième round. Moi je dis KO premier round. Moi je dis KO Uriah Hall round 3.
Ok, bon, on passe maintenant à la main card, et là voilà, là on entre dans le lourd du lourd du lourd. Qu'est-ce qui ouvrira cette main card? Un festival, on l'espère, en striking, avec Gokhan Saki qui affronte Khalil Rountree Jr. Il devait y avoir le combat l'année dernière, malheureusement il a vu une blessure donc de Gokhan Saki, qui là revient, on l'espère, au top de sa forme. Donc Gokhan Saki, pour ceux qui l'ignorent, légende parmi les légendes du kickboxing. Il avait fini au Glory, là maintenant il est chez Light Heavyweight en MMA. Il avait fait sa rentrée avec un super combat, c'était certes un cadeau de la part de l'UFC, mais c'était quand même hyper impressionnant. Et là il affronte Rountree qui est hyper solide, donc ça peut être intéressant dans tous les cas. En tout cas pour les deux combattants, c'est ce que j'aime bien avec ce match-up de l'UFC, c'est que aussi bien Rountree que Saki, peu importe le mec qui gagnera, il y aura quand même quelque chose à en tirer pour le futur de la division, surtout qu'on le rappelle, la catégorie light heavyweight, c'est un peu le cimetière des éléphants. Ouais, c'est la catégorie la plus moribonde de l'UFC. D'ailleurs, pour en parler un petit peu avant, le prochain title shot révèle quand même beaucoup de choses sur cette catégorie. Parce que si c'est effectivement Ilir Latifi, là, c'est quand même assez triste. J'ai tout le respect dû à Latifi. Alors moi j'aime bien ce combat parce que Gokhan Saki, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il donne en fait. S'il a évolué par rapport à son dernier combat, j'ai vraiment envie de voir, parce que c'est beau, en fait c'est une chance, les gens se rendent pas trop compte d'avoir un athlète du calibre de Saki et de cette expertise là, de combattre en MMA, c'est quand même beau. Enfin il y a beaucoup de sportifs qui font pas ce choix là. Saki, il avait moyen de faire à fond du blé en kickboxing jusqu'à la fin de sa vie, il n'avait pas vraiment l'obligation de faire du MMA, et il a fait ce cadeau là. Et donc du coup l'UFC je pense est conscient de ça parce qu'elle le met avec des gars qui vont striker avec lui. Elle l'a pas foutu contre Ilir Latifi par exemple, ou un mec comme ça qui allait le mettre au sol. Et donc ça nous donne l'occasion de voir ce que vaut un des meilleurs kickboxers de la planète en MMA en fait. Et moi j'aime beaucoup ça. Khalil Rountree, il est très solide, c'est pas du tout une blague, c'est quelqu'un qui est bon et qui... Bon, il n'est pas super complet évidemment, mais c'est pas un manchot. Tout dépend en fait de comment évoluer Saki sur la période en fait. S'il a continué de travailler sa takedown défense et aussi son clinch et aussi son cardio, je pense que c'est pour lui. Si en revanche il est resté à peu près au même niveau et qu'il n'a pas apporté quelque chose de nouveau sur la table, je pense que l'expérience de Rountree devrait être supérieure. Ouais, complètement. En plus, ce qui moi, je suis vraiment plein d'espoir par rapport à Saki, parce que les interviews que j'ai entendues de lui, il a appris énormément de ce premier combat, de reprise en tout cas, en MMA, et il avait vraiment beaucoup d'ajustements. Donc il savait exactement quels ajustements il avait besoin de faire après avoir fait ce second combat en MMA, premier combat de l'UFC. Et je le pense largement suffisamment expérimenté et intelligent pour faire les bons ajustements. Et de toute façon, même s'il a mis l'accent sur la takedown défense et sur le sol pour pas se faire surprendre, de toute façon, le mec, ça fait peut-être 25 piges, le mec il en a 3 qui fait du kickboxing, donc de toute façon, ce sera toujours aussi magnifique quoi qu'il arrive. Donc je suis vraiment curieux, parce que comme disait Polydopso, de toute façon, ça va être sublime debout, et on a vraiment une chance incroyable de voir un gars comme ça évoluer devant nos yeux, et en plus, de le voir, même si c'est sur le tard, ajouter de plus en plus d'armes à son arsenal. Franchement, c'est une chance, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, que comme tu l'as dit, c'est vrai que son premier combat, il avait d'abord maîtrisé complètement avec ses kicks, il avait scoré, je crois, 2 knockdowns, et ensuite il avait plutôt gazé. On le rappelle, c'était vraiment un retour pour lui en MMA, puisqu'il avait déjà combattu, mais il avait perdu par soumission, des siècles et des siècles. Et donc là, c'est vrai que il y avait vraiment... Il voyait ce sur quoi il devait travailler, un peu à la manière de Francis Ngannou, suite à sa défaite contre notre cher Stipe Miocic, on en reparlera, où vraiment les points où il devait taffer étaient clairs. Donc là, normalement, contre Khalil Rountree, il n'y aura pas d'excuses entre guillemets, et puis on devrait avoir une vraie belle performance, sachant qu'en plus, je pense que ça c'est une chance pour lui, c'est encore en 3 rounds. Ouais, c'est pas fou, ouais. Ça joue en sa faveur. Carrément. Et on poursuit donc avec en lightweight, Michael Chiesa contre Anthony Pettis. Donc le combat qui devait avoir lieu à l'UFC 223 à Brooklyn, mais comme Conor McGregor est arrivé à péter un câble, à balancer tout ce qu'il pouvait dans un autobus
où il y avait Khabib, et en fait il a blessé tout le monde sauf Khabib, Michael Chiesa n'a pas pu combattre puisqu'il était blessé au crâne. Donc là, ce combat-là est rebooké pour l'UFC 226, hyper intéressant pour la catégorie lightweight, surtout pour Michael Chiesa. Moi je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où c'est un peu les deux s'annulent entre guillemets au niveau de leur force, et pour ma part, je pense que Michael Chiesa réussira à mettre et maintenir au sol ce cher Showtime et qui se fera finir par soumission, je pense, deuxième round, parce que sur ces derniers combats, Pettis, parce que je trouve en fait que Pettis, il a plus aucune combativité, ou sinon, volonté de surpasser l'adversité. Et on l'a vu contre Max Holloway, on l'a vu contre Dustin Poirier, et là en plus le fait qu'il y ait quelqu'un qui le sorte complètement en fait de sa zone de confort, je pense que ce sera beaucoup trop pour lui. D'autant plus que, en fait, c'est vrai qu'Anthony Pettis, c'est un peu triste, mais je sais pas quel est exactement son palmarès pour disons, les 5-6 derniers combats, mais j'ai l'impression qu'à chaque combat, après celui de Rafael Dos Anjos, il nous a dit c'est bon, j'ai trouvé la bonne formule, je sais ce qu'il n'avait pas, je me reprends. Et à chaque fois, c'est la tristitude, comme qui dirait, parce que il n'a jamais vraiment été le même que depuis ce combat contre Los Angeles, mais même vraiment seulement, comme tu le soulignes, au niveau de la motivation, je suis un peu désabusé, je dois dire, par rapport à Pettis. Alors ça reste intéressant parce que c'est un mec qui a tellement de talent que de toute façon, il est toujours capable du meilleur, mais j'ai vraiment perdu un peu espoir par rapport à Pettis, et j'ai peur que ça ne devienne une stepping stone, un espèce de tremplin pour qui est ça, et j'ai plus vraiment confiance en ce Pettis-là, en tout cas. En revanche, je tiens quand même à dire que tu semblais dire que c'est peut-être que Michael Chiesa allait mettre sans doute au sol Pettis et l'y maintenir. Et je tiens quand même à dire que si on se réfère au Pettis qui a combattu Gilbert Melendez, qui est quand même un gros lutteur, il a su résister aux attaques de takedown sans trop de difficulté. Et honnêtement, même s'il n'a plus la motivation, même s'il n'a plus, ça veut dire qu'il a quand même, il est super dur à terminer. C'est à part la blessure qu'il a eu contre Poirier, qui a fait qu'il a abandonné. Généralement, il est très difficile, et c'est très dur, par exemple, de le battre en rear naked choke. C'est vraiment un des rares mecs qui se défend comme ça, c'est-à-dire il donne son dos, il laisse en fait la personne prendre son dos, et parce qu'il sait en fait tourner dans la garde pour se retrouver dans la garde de la personne. Il fait ça souvent, c'est-à-dire il laisse le mec travailler en rear naked choke, il se repose comme ça en fait. Et je crois qu'il n'a jamais été terminé en rear naked choke. T'as senti Donc, qui est pourtant la soumission la plus utilisée en MMA en général. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'en plus de ça, le problème de Pettis, c'est qu'une grosse partie de sa force, ça venait du fait qu'il apportait quelque chose de nouveau, en fait, dans le game, en fait, en général. Et comme tous les combattants qui apportent quelque chose de nouveau, ce sont des combattants qui posent des questions, en fait. Et dès que quelqu'un répond à cette question, ils ont l'air beaucoup moins invincibles. Et après, il y a le blueprint, il y a l'empreinte, le chemin qui est établi, en fait, pour le battre. On sait que Pettis, suffit juste de lui mettre un peu la pression, de faire un peu d'accrochage, un peu de dirty boxing pour l'emmerder, et après il est désarmé par rapport à ça. Et je pense qu'en fait, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire contre Pettis. Je pense que Chiesa arrivera à faire ça contre Pettis et il gagnera à la décision. Je pense que c'est ça. En plus de ça, Chiesa, il a la particularité d'assumer tout à fait le mulet, qui en 2018, il faut le saluer quand même. Donc je suis pour. Il est le digne héritier et fils spirituel de Roy Nelson, et ça fait partie de ces Américains qui assument leur américanité jusqu'au bout, et on peut quand même leur reconnaître cette confiance en eux inaltérable. C'est beau. C'est parti, maintenant on s'attaque au lourd du lourd, au poids lourd, au heavyweight, avec Francis Ngannou qui fait son grand retour à l'UFC contre Derrick Lewis, un combat qui est vraiment dans les cartons depuis un certain temps, puisque les deux se cherchent, surtout Derrick Lewis cherche Francis Ngannou depuis quand même quelques mois, sinon années, entre suspicion de dopage ou le fait que Francis ait gazé légèrement contre Stipe Miocic. Mais voilà, donc Francis qui a bien évidemment perdu le 20 janvier dernier à l'UFC 220 contre Stipe par décision, une défaite par décision unanime qui était complètement one-sided après un round 1 qui était quand même disputé. Et là voilà, pour l'UFC, on en parle avec Rust, on en parle avec Polydomso depuis quelques mois. Ce match-up ne devrait pas nous apporter beaucoup de réponses sur l'évolution qu'aura effectué notre cher Francis Ngannou, puisqu'il se retrouve face à un mec qui est comme lui en beaucoup moins bien.
Ouais, c'est ça. C'est Derrick Lewis, c'est la moins bonne version en fait de Ngannou. Il n'est pas particulièrement bon au sol, pas particulièrement bon en lutte, pas particulièrement endurant non plus. Il est moins athlétique. Alors, il boxe peut-être un peu plus en volume que Ngannou. Ouais. Je lui reconnais ça, c'est-à-dire qu'il a une capacité à faire des combinaisons qui est un peu plus fluide, même que Ngannou. Mais à part ça, je ne le trouve pas exceptionnel du tout. En fait, c'est un combattant qui impose physiquement, mais il n'aura pas cet avantage-là contre Ngannou. Il a un certain opportunisme. Il sait en fait déceler les moments où il peut exploser et mettre KO quelqu'un. Ouais. Il peut perdre un combat jusqu'à ce qu'il le gagne. Il l'a fait contre Tibura, contre Travis Browne. Ouais. Il sait se réserver. Il a peut-être ce savoir-là que effectivement, peut-être Ngannou n'a pas, parce qu'il n'a pas eu à développer ce savoir-là sur sa carrière. Mais je pense qu'à part ça, il n'a pas beaucoup de qualité. Il n'est pas très très bon en défense. Et il a même pas un super menton en fait. Enfin, donc, moi, je pense que l'athlétisme et l'explosivité de Ngannou seront suffisants. Et le problème, c'est que ça n'apporte pas grand-chose à Ngannou ce combat-là, si ce n'est une petite victoire et peut-être un highlight reel pour lui, tu vois. Mais à part ça, y a pas, soyons très honnêtes, il y a quand même vraiment une grosse chance que ce soit vraiment une exécution sommaire en 3 minutes. Oui. Ça dépendra un peu de l'état du menton de Derrick, mais là, honnêtement, en plus, du coup, on regardait juste avant le combat contre Marcin Tibura et Ngannou qui a quand même un bon footwork, qui est quand même super rapide, qui a des bons déplacements. Derrick Lewis, c'est vraiment tu plantes le poteau et tu tournes autour du poteau. C'est la gère de Monsieur Seguin, tu vois. Et le problème, c'est que contre Ngannou, ça peut pas marcher. C'est Ngannou qui est en plus plus rapide, qui est plus technique, qui fait plus mal. Et je vois mal ce combat aller au sol et je vois mal Derrick Lewis tenter ou réussir une mise au sol contre Francis Ngannou. Très honnêtement, je vois vraiment pas, à part, c'est vrai, comme tu le soulignais, à part vraiment un opportunisme au 3e round, alors que les deux sont à l'article de la mort. Voilà. Et il réussit à choper le bon moment d'Eric pour réussir à caler un pruneau et qui sape la fin du combat. Le problème, c'est qu'en plus, Francis a un bon menton, visiblement. Mais ça fait beaucoup trop pour notre ami Lewis. Et c'est vrai que c'est cool, parce que ça fait, ça va le booster et en termes de popularité, ça va probablement faire un super KO pour Francis et le remettre dans les petits papiers et surtout booster les prochains pay-per-view pour lui. Mais là, de tous les côtés, c'est pas possible. Là, ce serait vraiment une énorme surprise que Derrick Lewis arrive à faire quoi que ce soit pour Francis. On est entièrement d'accord. Ouais, parce que mis bout à bout, il a tous les avantages. Il n'a pas le reach advantage. Il a le build advantage par contre. Pardon ? Il a le build advantage par contre. Il a une façon aussi d'aller au charbon. Ouais. C'est suicidaire contre Ngannou parce que Ngannou il a un bon jeu en contre quand même, mine de rien. Et je pense qu'Ngannou sera confiant. Ngannou, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit son coach sur la raison de sa défaite contre Stipe Miocic. Je pense pas que ce soit un problème vraiment d'entraînement à la lutte ou d'entraînement cardio. Je pense que c'est une façon vraiment dans la manière dans laquelle il a abordé le combat. Il a abordé le combat comme si en fait il n'y avait qu'un seul round. Ouais. Vraiment, c'est ça, il a tout donné sur un round et il est allé chercher le combat parce qu'il s'est dit c'est moi le challenger et Stipe Miocic c'est le champion et je dois aller chercher. Et c'est tout à son honneur. Et c'était tout à son honneur, mais c'était une erreur. C'est-à-dire qu'en gros, tactiquement, comme il est plus grand et qu'il est il fait plus mal sur ses coups, en fait, il pouvait laisser Stipe Miocic aller le chercher en fait. Et il aurait pu le contrer à ce moment-là en fait. Et moi, je pense que comme il n'a pas peur de la lutte de Derrick Lewis et il n'a pas aussi cette révérence plutôt vers Derrick Lewis parce que Derrick Lewis c'est personne, c'est pas un champion, c'est pas. Je pense qu'il va avoir le game plan qu'il avait contre Andrei Arlovski, contre Alistair Overeem, et il va le contrer à un moment donné, il va face planter Derrick Lewis. Moi je le vois bien premier au début du deuxième round, pas plus loin. Ouais, même chose. Comme souvent dans les combats d'Ngannou, et là particulièrement, en plus c'est vrai que on a parfois dans certains combats un peu cette espèce de sale pressentiment, mais là Derrick Lewis, c'est vrai que tu soulignais qu'il n'a pas un très bon menton, mais suffisamment quand même pour réussir à tenir quelques assauts. C'est pas un peu comme Arlovski ou Overeem. Et le problème c'est que Curtis Blades en a fait les frais lors de son premier combat. Quand tu essaies techniquement de te mettre un peu au même niveau qu'Ngannou, ou en tout cas de faire jeu égal en essayant de combattre intelligemment et que tu te prends quelques pruneaux par-ci par-là,
contre Ngannou, ça marche pas, en fait. Quelques pruneaux par-ci, par-là, en fait, c'est soit le KO quand même, soit tu finis par un arbitre comme Curtis Blades. Et même Stipe Miocic, certains pourraient faire l'argument que si il n'avait pas été si dominant sur les 4 rounds de Chili, il avait quand même l'œil vraiment poché. Ouais, il s'en s'est valu de peu pour qu'il y ait un arrêt de l'arbitre. Alors je m'avance bien sûr parce que Stipe Miocic a vraiment maîtrisé le combat, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement non seulement il met KO, mais il amoindrit physiquement son adversaire à chaque attaque en fait. Donc c'est vraiment une question de temps. Donc moi je te dis, ce match pour moi il n'est pas... Et le combat en plus c'est sur 3 rounds aussi. Donc mine de rien, tout le côté éventuellement problème de cardio de Francis sera atténué par cela. Et comme Polydemso l'avait dit, on a eu la chance d'interviewer Fernand Lopez, le head coach de Francis Ngannou, qui nous a parlé justement que c'était plutôt un problème tactique de Francis sur ce combat-là. Et c'est vrai que là on devrait normalement avoir un Francis beaucoup plus concentré et opportuniste. Donc vraisemblablement il ne devrait pas y avoir ce souci là et ça devrait être désastreux pour notre ami Derrick Lewis. Donc Ross, toi ton pronostic? KO Ngannou round 1. Ouais. Bon bah voilà. RIP Derrick Lewis. Ensuite on peut directement commencer. Vous verriez qui pour Francis après ce combat là? Parce que moi après l'étape Derrick Lewis, j'aimerais bien le voir tester. Peut-être contre quelqu'un qui fait plus vraisemblablement partie des non-noms de la catégorie, mais j'aimerais bien le voir contre un Werdum, par exemple. Parce que ça... Werdum, c'est pas mal. Moi, je pensais au vainqueur de Blagoy Ivanov sur Dos Santos. Ah, ouais. Ouais. Soit ça, soit même un Volkov, directement. Volkov, en fait, je trouve que c'est... Pour l'UFC, je trouve que c'est bien, mais pour l'UFC, je trouve que le problème d'un mec comme Volkov, c'est que ça leur supprime un contender en fait en cas de défaite, alors que Werdum ou le vainqueur de JDS contre Ivanov, vraisemblablement là ils sont, JDS on sait où il est maintenant, ils sont assez loin en fait du title shot, alors que le problème c'est que Volkov là, par exemple pour l'UFC 226 il doit remplacer soit DC soit Miocic en cas de défaite d'un des deux, donc ce serait compliqué. Mais ouais. Bah c'est vrai, mais d'un autre côté, Werdum, honnêtement, ça me fait un peu peur. Bon, d'un autre côté, à un moment donné, il faut aussi tester. C'est ça. C'est point faible, il faut y aller, il faut se lancer, mais Werdum, ce serait... Alors c'est vraiment un double tranchant, c'est-à-dire que soit tu bats Werdum, mais dans tous les cas, je pense pas que Werdum se fera Junior Dos Santos une autre fois, donc contre un mec comme Ngannou, il aura largement l'expérience pour naviguer autour des atouts Ngannou pour réussir à lui livrer un combat tricky et intéressant. Oh, tu te souviens de Londres? Tu te souviens du combat à London contre Volkov? C'était... Ouais, mais attends, c'était compliqué quand même il a quand même perdu... Oui, non, mais c'est pour ça. C'est ce que je veux dire, c'est que même si Werdum dispute un combat maîtrisé, il peut toujours se faire siffler et se dire ok, on va rester debout. Francis, je vais te montrer qui est le patron. Il va faire comme ça, il va se faire mettre KO. Enfin, je pense pas, mais bon. Je pense que, pour moi, l'avantage, en fait, d'un mec comme Werdum, c'est qu'à son âge aujourd'hui, il a plus le menton qu'il avait avant, et que vraisemblablement, contre Francis, il y aura un moment où il se fera toucher, et que contrairement à Miocic, en fait, il réussira pas à rester debout. C'est ce que je me dis. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais après, c'est un match-up intéressant. Ouais. C'est un peu le match-up qu'avait eu Ken Velasquez contre Nogueira. Tu sais, vraiment, c'est un peu le même genre, c'est un peu similaire. Un mec qui est très très bon au sol, mais qui est sur le retour. Ouais. Et un mec qui est un peu à tester. Ken Velasquez n'a rien à voir avec Ngannou, mais juste dans l'opposition, c'est un peu sympa. Complètement. Voilà. On passe au co-main event, où là, pour ma part, c'est vraiment the unknown. Puisque, donc un duel entre Max Holloway et Brian Ortega. Brian Ortega, en fait, qui a vraiment tout changé pour moi lors de sa victoire contre notre cher Frankie Edgar. Puisque, ce côté un peu diesel qu'il avait à vraiment démarrer crescendo et puis à te broyer petit à petit jusqu'au 3e round où en fait là il y a vraisemblablement plus personne à part lui. Là il a attaqué fort, de surcroît en striking au premier round contre Edgar qui est quand même loin d'être un manche. Edgar s'est fait finir pour la toute première fois de sa carrière, qui ensuite Edgar est revenu un mois et demi après en l'emportant contre Cub Swanson, donc Frankie Edgar qui n'est pas terminé. Pour moi là ça me fait extrêmement peur parce que je me dis Max Holloway, aussi talentueux soit-il, il se retrouve avec un espèce de cauchemar ambulant
au sol, qui en plus debout maintenant est extrêmement dangereux et qui n'a vraiment pas peur, puisque Ross l'avait dit il y a maintenant une semaine, il a poinçonné son statut de contender numéro 1. Bah c'est vrai, mais après, et c'est ça qui est génial, ça fait vraiment, c'est un cauchemar, Brian Ortega, parce que il y a de l'inconnu dans le sens où on ne sait pas jusqu'où il est bon, on ne sait pas jusqu'où il peut aller, tellement on a des aperçus de son talent, on a des aperçus de sa capacité de finition, des risques qu'il est capable de prendre, et avec le niveau technique qui va derrière. Donc c'est vraiment génial, mais d'un autre côté, Max Holloway, finalement c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un gars, il progresse à chaque fois, il y a un bon bout de temps qu'il n'a pas été mis en danger, et il est bon partout aussi. Très honnêtement, là, c'est peut-être un des combats, en tout cas dans les mois avant et les mois qui viennent après, où techniquement, on a les gars les plus peut-être complets, en tout cas intéressants, qu'on puisse avoir en termes de championship fight. Et très honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que Brian Ortega va gérer debout, parce que Holloway debout, pour le coup, c'est vraiment un cauchemar, il est plus complet. Je ferai l'argument qu'il est plus intelligent et vraiment un peu plus tricky, un peu plus sournois, pas sournois mais dangereux, voilà, qui tourne dans sa boxe et même dans son kickboxing en général. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, je pense que c'est un des combats les plus du plus haut niveau pour le titre qu'on est. C'est-à-dire qu'en gros les deux sont ils sont même pas bons, ils sont exceptionnellement bons en fait par rapport au reste de la catégorie. Je pense qu'ils sont au-dessus très clairement. Et en plus c'est très intéressant parce que c'est deux combattants qui sont vraiment la dernière génération de combattants. C'est plus des combattants qui sont bons partout, mauvais nulle part, bons partout, mais pas parfaits partout. C'est plus des combattants qui sont spécialisés dans une seule zone. C'est des gens qui sont en constante transition. Vraiment, ils ne sont pas dans le contrôle ou dans la finition, ils sont en transition totale. Et c'est des gens qui ont commencé par le MMA, clairement. Même si, par exemple, Ortega par le jiu-jitsu et Holloway par le kickboxing, mais on sent qu'ils ont tout de suite très vite fait leur transition et ça se voit, en fait, ils pensent le sport dans l'ensemble en fait. Et même si bien sûr Holloway a une petite préférence pour le striking et Ortega un peu plus pour la soumission, mais ils se ressemblent énormément là-dessus, ils ont un style qui est très semblable, ils ont notamment la même façon de se défendre contre les takedowns, à toujours utiliser des dark chokes, des soumissions, des attentes de soumission, en fait, qui vont pas forcément marcher, mais qui vont forcer le lutteur à abandonner son jeu de lutte et à créer une espèce de mouvement pour pouvoir sortir en fait de cette position de tentative de takedown et ensuite pouvoir continuer à installer son jeu d'attaque, de clinch et de transition. Comme on l'avait contre Cub Swanson par exemple. Cub Swanson, Ortega qui se jouait 2 fois Cub Swanson dans le même combat. Et donc je pense qu'en fait Holloway a pour lui un style en volume. C'est un mec qui, évidemment, tu disais, est plus intelligent sur son striking, je suis tout à fait d'accord. C'est un des rares mecs qui construit vraiment son striking en MMA actuellement. On sent que ce qu'il fait, c'est par hasard en fait. Il construit tout en volume, il va poser des pièges, même son footwork en fait, il va poser des pièges. Il va par exemple switcher de garde pour faire avancer la personne, pour ensuite pouvoir l'attaquer plus facilement en fait. Il pense son action sur 3-4 coups à l'avance par rapport à d'autres adversaires qui en humain ont plutôt tendance à penser au coup par coup en fait. Et Ortega c'est pareil, même debout, il est dangereux, il installe des pièges aussi. Il a cette capacité d'exploser sur une attaque, mais aussi de faire venir l'adversaire pour le contrer. Et en revanche, c'est un sorcier au sol. Il a un sens de la finition qui est incroyable. Donc franchement, là c'est 50-50 pour moi. Je suis incapable de déterminer qui va l'emporter. C'est une chance extraordinaire qu'on ait ce combat maintenant, surtout quand on prend en considération la façon un peu hasardeuse qu'a l'UFC d'attribuer les takedown shots. Donc franchement, je peux pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ça va être vraiment intéressant. Et est-ce que vous penserez donc que Brian Ortega va enfin réussir à mettre Max Holloway au sol? Parce que c'est vrai que pour le coup, Max Holloway, ça fait un certain temps qu'il n'a pas affronté d'experts en la matière. Et là, ça sera vraisemblablement le gros déterminant, parce que si Ortega s'est imposé par KO contre Frankie Edgar en striking, sa Madeleine de Proust, c'est le sol, le jiu-jitsu brésilien. Il est possible aussi, et ça, c'est vrai que c'est ce pourquoi on adore Max Holloway, mais ça pourrait finalement être un peu sa chute. C'est que c'est pas orgueilleux, mais il est old school Max Holloway. Je pense qu'il aura très à cœur de prouver qu'il peut, même avec Brian Ortega, aller au sol et s'il le faut faire jeu égal, ou en tout cas qu'il n'a pas peur d'aller au sol. Honnêtement, de toutes les interviews que j'ai vues avec Max Holloway sur l'UFC 226,
il l'a jamais dit clairement, je vais aller au sol avec Brian Ortega, ça me fait pas peur, mais de son langage corporel, de la manière dont il parle, je pense qu'il va avoir à cœur de prouver et de vraiment de cimenter son statut de champion, un peu comme Georges Saint-Pierre ou comme d'autres, en allant là où on l'attend le moins et là où on pense qu'il sera le plus en danger, pour montrer un peu l'étendue aussi de sa palette technique. Et c'est là où ça peut être vraiment intéressant, mais c'est vrai que pour en rajouter un peu et brasser de l'air chaud, mais c'est vrai qu'il faut le dire, c'est rafraîchissant d'avoir un combat pour le titre où on a deux combattants qui sont en pleine progression et dont on ne sait même pas où ils en sont en ce moment, tellement ils progressent à une vitesse qui est stratosphérique et tellement leur plafond technique est élevé. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et Brian Ortega, c'est vrai que juste si on peut faire un aparté 2 secondes sur son jiu-jitsu, de tous ceux qui s'entraînent avec lui, vraiment nombreux sont ceux qui disent que derrière les portes fermées, même Guy ou sans Guy, il fait jeu égal avec des professionnels du jiu-jitsu et vraiment des champions du monde, des mecs qui ont fait de ça leur métier. Alors ça me fait peur quand on dit ça, parce qu'on disait ça de Ronda Rousey avec les boxeuses professionnelles. Ouais, mais non, c'est son entraîneur qui disait ça, espèce de charlatan. Mais oui, tout à fait. Non, c'est clair qu'il est super bon, et je pense qu'effectivement, s'il a une chance contre Holloway, c'est au sol, parce que Holloway, la grosse inconnue, c'est que comme c'est un combattant de transition, je trouve qu'il n'a pas une super bonne garde. On l'a jamais vraiment vu sur le dos, et quand il était contre Conor McGregor, qui est pas... Bon, c'était il y a longtemps, certes, mais Conor McGregor, c'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur, c'est pas du tout son domaine d'expertise. Pourtant, Conor McGregor n'avait pas de difficulté à le maintenir au sol et même à passer sa garde. Je trouve que c'est pas un domaine où il excelle, en fait, Holloway. Donc je pense que ce serait plutôt à éviter pour lui, parce que contre un mec comme Ortega, ça passerait pas. Et est-ce que physiquement, il n'y a pas quelque chose qui vous inquiète? Moi, je commence de plus en plus à repenser à ça. C'est à l'épisode UFC 223 où Max Holloway avait manqué la pesée, donc avait été arrêté par les médecins pour sa weight cut en lightweight. Et est-ce que là, en featherweight, il va pas y avoir un problème pour lui éventuellement? Parce que c'est vrai qu'il en parle de plus en plus en interview. On est passé de « je vais défendre ma ceinture quelques fois et ensuite je vais monter » à il me reste plus que quelques combats et je vais aller challenger Khabib. Et ça, peut-être, ça pourrait éventuellement jouer, parce que moi j'avais personnellement été quand même assez choqué par tout le poids qu'il avait cuté pour arriver déjà à Brooklyn, et ensuite le fait qu'il ait manqué en ayant cuté encore, je crois, à 10 ou 15 pounds, et qu'il manquait encore beaucoup avant qu'il arrive en lightweight. Mais bon. Après, par rapport à l'épisode de Brooklyn, c'est pas lui qui a manqué sa pesée, c'est... c'est les médecins qui l'ont arrêté, qui l'a arrêté. Ouais. Et un peu arbitrairement, simplement, un peu au jugé, il joue 3 gouttes et c'est peut-être pas bon, il va en suer 4. Donc je pense que vraiment, il ne nous a jamais déçus de son professionnalisme, par son manque de... Et je pense que il aura aucun souci, à mon avis, à cutter pour featherweight. Et là, c'est juste que du coup, voilà, l'épisode Brooklyn, c'était vraiment exceptionnel, c'était en short notice, et c'est quelqu'un qui, c'est clair, est assez volumineux, mais j'ai vraiment aucune crainte quant à son professionnalisme en ce qui est de cutter du poids, et s'il le faut, de passer traité. Ouais, donc du coup, petit pronostic quand même. Mais oui, le fameux pronostic extrêmement compliqué. Alors, Polydomso, en premier, la voix de la raison. Moi, je vois Ortega par soumission au 4e. Ouais, je sens bien. Oh putain. Mettre la pression, peut-être perdre des premiers rounds, tu vois, vraiment être dépassé en mais il est solide quand même. On l'a vu contre Montano qui a un style de strike qui est un peu similaire à celui de... Moins intelligent certes, mais un peu similaire à celui de Holloway, il combat en strike, en volume beaucoup. Et donc Montano a gagné les 2 premiers rounds contre Ortega. Moïcano, pardon. Ouais. Et c'est au 3e round où il s'est effondré, parce qu'avec la pression, il était genre merde, qu'est-ce que je fais? Et il s'était jeté un peu dans une guillotine en fait contre Ortega. Et je pense que c'est pas que Holloway va s'effondrer mentalement, je pense que c'est pas le cas, mais je pense qu'il y aura un moment où il va commettre une erreur en fait, et ça pardonnera pas contre Ortega. Moi je vois une soumission en fait. Wow. Là c'est comment dire, les enchères sont ouvertes et la guerre est déclarée. Pour moi ce sera une décision. Je sais pas pourquoi, mais je vois mal l'un finir l'autre et vice versa. Et je mets une décision de Max Holloway, mais un combat disputé. Ouf, et ben moi je vois aussi une soumission.
Ouais, 3e, 4e round, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est pas un problème pour Holloway, mais c'est vrai qu'on le sait, c'est vraiment en volume, et il fait craquer ses adversaires petit à petit, et c'est pile poil pour Ortega une bonne chose, entre guillemets, puisque lui a tendance à rentrer dans sa zone de confort au fil des rounds, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Polydomso, je pense qu'il se fera piéger Holloway, et que quitte à ce qu'il soit même pleinement en confiance, il y a un moment, il va se faire choper, et malheureusement, ce sera trop tard pour lui, mais en tout cas, ça promet, parce que je pense qu'en tout cas, ces deux-là, on devrait les revoir dans une revanche dans les prochaines années, ça va faire du bien à la catégorie featherweight qui manque cruellement de noms depuis que José Aldo est... Voilà, José Aldo. Hein. Et donc, le super fight en main event, Stipe Miocic contre Daniel Cormier. On en parle depuis de nombreuses semaines, depuis que ce combat a été annulé en février. Chaque fois qu'on en parle, on dit que Cormier va se faire finir, démonter par KO par Miocic. Parce qu'on essaye de nous vendre un super fight, on essaye de nous dire tant bien que mal que Daniel Cormier est invaincu chez les heavyweights, mais chez la sueur, non, nous n'y croyons pas. Stipe va rester le champion. On mange pas de ce pain-là, la sueur, ça c'est pas possible. Non, je pense que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il est invaincu en heavyweight, ce qui est vrai. Il y a combien d'années, il y a 4 ou 5 ans déjà. Ouais. C'était il y a très longtemps. Et surtout, c'était avant ses défaites contre John Jones, et avant son combat contre Gustafsson, et avant tout un tas de trucs. Et maintenant, il a quoi? Il a 38, 39 ans 39 ans. 39 ans, non, il va 39. Ah, pour moi, il allait en 2019. En 2019, il a 40 ans parce qu'il a dit qu'il allait prendre sa retraite à 40 ans, donc en 2019. Moi, je pense que là, comme Favor Time commence à se faire sentir. J'aime pas trop en fait l'idée qu'il y a derrière ce match-up, de se dire on va aller chercher le champion d'une catégorie qui est déjà mourante pour le foot contre un mec qui est en pleine possession de ses moyens, en plein dans son prime. Et tu vois, alors les gens commencent à parler de Randy Couture qui avait battu Tim Sylvia non, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est ça, ouais. Même sportif. Et Randy Couture, il sortait de sa retraite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impact en fait pour les divisions. Là, c'est le champion qui règne sur la division light heavyweight. Enfin, si on fait abstraction de John Jones, s'il se fait poncer par Stipe Miocic, c'est dramatique en fait pour la catégorie light heavyweight. Et je pense qu'il va se faire poncer par Stipe Miocic. Parce que Stipe, je vois pas un domaine où il perdrait contre Daniel Cormier. C'est-à-dire Daniel Cormier va essayer de le mettre dans le grind, c'est vraiment de ronger, tu vois, de l'attaquer en clinch, de l'épuiser, de le battre en volume, et de faire un peu le game plan qu'avait fait Ken Velasquez contre Junior Dos Santos. Sauf qu'en fait, Stipe Miocic, il sait faire ça. Il sait faire ça, il sait faire du clinch, il sait faire de la lutte. Il est vraiment dangereux avec ses mains. Alors les gens se rendent pas trop compte parce qu'il n'a pas réussi à mettre KO Ngannou, mais c'est un mec qui met des KO énormes. Stipe Miocic, il est propre et il va combattre en plus quelqu'un qui sera pas de la même catégorie, quoi. Donc il aura un avantage de poids, d'allonge, de tout. Il est plus jeune, plus rapide, plus fort. Enfin, ce match-up n'a aucun sens à mes yeux. Ça me fait un peu plaisir parce que ça attire. Enfin, c'est un événement, quoi. Ouais. Mais moi, je ne crois pas. Et je pense que ça devrait se régler en 1 ou 2 rounds pour Stipe Miocic. Pareil. Franchement, pareil. Plus j'y réfléchis et plus je pense que l'issue va être vraiment d'une insondable tristesse. Franchement, en plus, c'est le moment où Daniel Cormier commence à dire c'est bientôt ses 40 ans, de toute façon, il n'en fera plus un combat après. Je vois vraiment, c'est malheureux, mais l'histoire a rarement vu des combattants partir au fait de leur gloire et au sommet, et d'autant plus que là, c'est vraiment le pire combat qu'il pouvait faire pour terminer sa carrière, le pire. Et je pense vraiment, je peux rien ajouter vraiment à l'analyse, parce que c'est vrai que de toute façon, il semble qu'il est partout moins bon que Miocic. En lutte, même en lutte, qui est pourtant vraiment le pain et le beurre de Daniel Cormier, et c'est un Olympien, il a fait partie de l'équipe des États-Unis, etc. Mais c'est le MMA, c'est pas exactement une lutte gréco-romaine traditionnelle et dans le sens traditionnel. Et Miocic est bien trop rodé et bien trop complet dans la discipline, dans cette discipline complète qu'est le MMA. Et là, franchement, debout au sol, en lutte, en clinch, en dirty boxing, en tout ce qu'on veut, vraiment, je vois pas où il va s'en sortir. Et ça va être très très compliqué pour Daniel Cormier. Et je pense aussi à vraiment un chaos triste
vraiment une fin un peu vraiment sombre, deuxième ou troisième round. Crépusculaire. Ouais. Vraiment crépusculaire en plus pour le Entièrement d'accord, et je pense aussi ce qui est terrible un peu pour DC, c'est comme on dit, voilà, il revient chez les poids lourds, et sur ses derniers combats contre Volkan, même contre Anthony Johnson, quand il l'a emporté par soumission au deuxième round, il se prend des coups, et c'est clair qu'il peut les encaisser chez les light heavyweight, mais contre Miocic, ces coups qu'il avait l'habitude de se prendre, ce sera pas du tout la même salade, et au lieu de finalement les encaisser plus ou moins sans broncher et continuer d'avancer, bah là il sera un petit peu sonné, et je suis entièrement d'accord avec vous, ça peut se terminer en violent ground and pound en mode Miocic qui fait du basket avec la tête de DC, quoi. Donc, bah oui, franchement, honnêtement, tu vois, si on fait par exemple l'argument qu'il a réussi à battre Gustafsson, qui avait lui aussi une boxe tout en volume, rapide, puissant, mobile, etc. C'est vrai, c'est peut-être, et encore c'est vrai. Il n'a pas la même puissance quand même. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ce qui change tout, c'est que même si c'était vrai et que les gens disent ouais, mais il a continué d'avancer pendant les 5 rounds, il a réussi. Il n'arrivera pas à avancer sur 5 rounds avec Miocic, vraiment. Et puis, ce qui avait donné l'avantage à DC contre Gustafsson, c'était cette incapacité totale de Gustafsson de gérer le clinch. Il y a des moments où Gustafsson prenait les 5 ou 6 attaques en vertical, qui ne répondaient pas en fait. Il y avait vraiment une faille dans le jeu de Gustafsson, et cette faille elle n'existera pas contre Stipe Miocic. C'est un très bon lutteur, et je pense même qu'il va malmener au clinch. Je pense qu'il va le malmener, qu'il va le bouger facilement, qu'il y a un vrai différentiel de force en fait. Et sachant que Gustafsson. Ça m'étonnerait même pas de voir Stipe le mettre au sol d'ici par exemple. Sachant que Gustafsson avait en plus failli finir Daniel Cormier, on a tendance à l'oublier, mais il avait failli le finir en plus. Donc, ouais, bien sûr. Bon. C'est sûr. Prono, je pense qu'on est tous d'accord là sur un KO premier, deuxième round. Par respect pour Daniel Cormier et sa femme qui sera présente, je vois un KO pour Miocic au deuxième round quand même. Voilà. Moi, premier round. Premier. Deuxième. Bon, aussi. Ouais, premier. Moi, je vois premier round aussi. Bon, et on se dit, mais d'ailleurs, oui, tiens, on peut parler du What's Next. S'il y a, parce que pour moi, c'est vraiment ça le problème, s'il y a un KO au premier ou deuxième round, d'ici, pour Ross, je suis d'accord avec toi, il est obligé de prendre sa retraite parce que John Jones n'aura aucun intérêt à forcer un troisième combat parce que y a eu le précédent des deux, même si le dernier a été un no contest. Plus s'il y a une défaite humiliante, il va se dire je vais défoncer ce mec-là. S'il y a un combat en light heavyweight, il aura beaucoup de chance, on fait que de le dire, qu'il se fasse encore poncer, donc ce sera vraisemblablement la retraite. Enfin, what's next? Là, je le vois mal jouer avec son poids quand même. Il va pas pouvoir faire les. Ça, c'est vraiment le signe, tu sais, des combattants qui sont sur la fin. Tu sais, qui changent beaucoup de catégorie de poids, tu vois. Peut-être parce qu'ils se disent, ouais, je vais me recréer et tout, tu vois. Genre, je pense que s'il prend un taquet là en poids lourd. C'est pour ça que c'est con, moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait combattre directement Miocic. Pourquoi est-ce qu'ils lui ont pas donné un combat à la con pour lui donner un peu la confiance et tout. Je pense que c'est beau, et c'est là que Daniel Cormier est mort, vive Daniel Cormier, mais je pense qu'il veut partir sur un coup d'éclat, ou en tout cas essayer. Et il a à cœur pour lui déjà, parce que c'est un compétiteur dans l'âme, mais même je pense qu'une partie de lui a envie qu'on dise il a essayé, et c'est un vrai champion parce qu'il est allé chercher les meilleurs des meilleurs, même quitte à changer de catégorie. Et on dira sûrement ça, et voilà, c'est tant mieux pour lui. C'est mieux de finir comme ça plutôt que finir par une soumission en 3 minutes de Hilar Latifi, tu vois. Ce serait pas arrivé. Non, ça sonne ça quand même. Un enfoiré. Non, mais moi, en revanche, le truc qui me rend triste, c'est pas tellement Daniel Cormier, parce que Daniel Cormier, c'est une question d'années en fait avant qu'il parte en retraite. Ouais. Même, je veux dire, même s'il n'y avait pas eu ce combat, abstraction de ce combat-là, la carrière de Cormier, elle est terminée de toute façon actuellement, tu vois. C'est bon, tu vois, genre, ça va, tu vois. Mais en revanche, le problème, c'est la catégorie light heavyweight qui est morte de chez morte, quoi. C'est pas possible. Et ça, ce combat-là, ça sonne la fin, tu vois, de la catégorie light heavyweight. Parce que t'as un mec qui a poncé tous les contenders, exception faite de John Jones, qui se fait mais ruiner, quoi. Enfin, parce que je pense que ça va être ça, hein. Je pense qu'il va vraiment se faire ruiner, quoi. Donc là, à la limite, le meilleur scénario possible, on peut croiser les doigts, et je souhaite que ce soit ça. Ce serait que Daniel Cormier perde, mais que ce soit un super beau combat. Ouais. Qu'il fasse, tu vois, dans les 4 ou 5 rounds, tu vois, et que ce soit tendu jusqu'au bout, et qu'il donne tout. Et je pense que là, il pourrait partir, genre, tu sais, à la Rocky, tu vois. C'est genre, il aura prouvé quelque chose, et. C'est vrai, en fait, je rejoins. Moi, j'espère vraiment que ça se passe comme ça. Je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. Je lui souhaite beaucoup ça. Maintenant que j'entends l'avis éclairé de M. Coedorso, en fait, je vais me ranger aussi de ce côté-là, parce que c'est vrai que
certes, une fois qu'on a dit qu'il était probablement dépassé techniquement de tous les côtés, on peut quand même espérer de Daniel Cormier qui parte vraiment sur son bouclier. Et il a les moyens, en tout cas, de faire vraiment de partir, sabre clair et clairon en bouche. Et il peut faire un beau combat à défaut de le gagner. Et je pense que ce serait le meilleur moyen qu'il aurait de sortir de ce sport. Ouais, j'espère que ça se passera bien, mais dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre cher DC, il fait que de le dire. Hein. Pour lui, c'est le combat contre Miocic et ensuite 2 autres combats. Il veut Lesnar et ensuite Jones et il a dit « je prendrai ma retraite à 40 ans ». Donc ni avant, ni après. C'est vrai que c'est un peu le problème, sachant aussi, on n'en a toujours pas parlé, c'est vrai que Miocic, après le combat contre Ngannou, c'était quand même une grosse démonstration. Là, il se sent toujours pas très respecté. J'avais lu une interview de Flo Combat il y a pas longtemps, il était là, les gens commencent à dire qu'il y a un light heavyweight qui va me battre. Ils avaient dit pareil pour Ngannou, ils avaient dit pareil pour GDS. Il y a un moment, il va falloir me respecter. Ce mec va venir, ce mec va encore perdre. Et bon, même s'il y a beaucoup de respect entre les deux, je pense que Miocic va vraiment vouloir montrer à tout le monde que, ok, c'est DC, ok, c'est un Olympien, mais faut pas trop déconner non plus, tu vois. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Et donc pour Miocic, qu'est-ce que vous metteriez contre lui après ? Parce que c'est vrai que pour les contenders, à part s'ils font un super fight contre Lesnar, je vois pas qui, pourrait intéresser les gens autres que nous, et qui pourrait être un peu challengeant pour lui. Minakov. C'est la carte Minakov que je sens. Non mais Non mais sans déconner, Curtis Blade, s'il continue sur sa lancée, moi je vois Curtis Blade est dangereux. Parce que même s'il prend beaucoup de coups, il est vraiment solide, il a un bon mental. Par exemple contre Ngannou, il n'avait pas abandonné, il ne voulait pas abandonner d'ailleurs, même si c'est ça. Il ravalait la gueule, il n'y a pas d'autre terme. Il s'est vraiment amélioré. Il y a encore du boulot parce que je trouve qu'au niveau des transitions, il est un peu genre en mode allez je suis lutteur, allez je suis boxeur, allez je suis lutteur. Il n'arrive pas encore à vraiment bien articuler les deux. Mais sa dernière performance contre Overeem était nickel. Son combat, c'est quoi le combat qu'il a Mark Hunt, ouais, c'était vraiment Mark Hunt, ouais. Je pense que ça va être un bon client, Curtis Blade. S'il continue comme ça sur sa lancée, ce sera un sacré client pour lui. Ouais. Et ensuite, peut-être Volkov à la limite. Mais pour moi, il faut encore un peu de temps pour... Parce que c'est ça, en fait. C'est dans le sens, dans 6 mois, je veux dire, pour l'événement de fin d'année en décembre, même Curtis Blades, il sera toujours un peu tendre. Et si on le met maintenant contre Miocic, je pense qu'on le flingue pour 2 ans encore, facile. Le problème, c'est qu'après, il n'y a personne d'autre, à part les jeunes loups qui montent. C'est ça. À moins de faire un fight. Un remake, ouais. Mais c'est pareil, c'est une carte que tu crames. Parce que Ngannou, c'est une star, il a encore un star power assez fort. Si Ngannou, il met KO 2 ou 3 personnes, tu peux le revendre encore, tu vois. Ouais. Parce que là, si tu le refais combattre, les gens ils vont dire ah non, mais attends, on nous a déjà mis la banane une fois, on va pas en mettre 2, tu vois. Et donc, moi je dis, stratégiquement, c'est mieux de faire oublier la défaite d'Ngannou en fait. Et puis, ses problèmes, c'est pareil, c'est que tu peux pas le faire combattre Alistair Overeem, qui a déjà pris son 12e KO, tu vois. Tu peux pas le faire combattre Junior Dos Santos. Quand est le combat Blago Ivanov de fond ? Parce qu'à la limite, c'est en juillet, c'est la semaine d'après. Si Ivanov gagne, mais Ivanov personne ne connaît. C'est ça le problème. Ouais. Mais de toute façon, il y a besoin d'un manche, visiblement. Parce que Curtis Blades trop tôt, Volkov trop tôt, Ngannou, qu'il faut attendre un petit peu avant de le remettre sur le seul combat qui arrive, ce serait Lesnar. Ouais, c'est la carte un peu de Joker, quoi. C'est la carte... Mais ils vont vraisemblablement le faire. Donc, bref, affaire à suivre. En tout cas, l'UFC 226 a lieu samedi à Las Vegas. Vous pourrez bien évidemment suivre tous les résultats sur la sueur. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, Deezer, iTunes, Podcast Addict. Et vous pouvez nous voir, nos têtes sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, nous écouter, nous réécouter. Maintenant, on va passer à l'autre grosse annonce qu'il y a eu, tout droit sorti de la maison de retraite du Nevada. Tito Ortiz versus Chuck Liddell 3. Tito Ortiz, 43 ans, Chuck Liddell, 48 ans, selon son certificat de naissance, 75 piges selon les médecins qui vont l'autopsie après le combat. Bref, pour moi, je pense que ça va faire de l'argent, je pense que ça va intéresser les gens, mais ça va être un spectacle, à mon avis, extrêmement décevant, extrêmement mauvais, et puis surtout, ça m'inquiète pour la santé de Chuck Liddell. Moi, je serais même plus violent que ça. Je trouve qu'on a une responsabilité en fait
Le mec là qui fait son blé dessus, c'est le boxeur. De la Hoya, Oscar De La Hoya. C'est De La Hoya. Ouais. D'autant plus venant d'un mec comme De La Hoya qui est un boxeur et qui connaît en fait les affres de ce métier, et justement du fait de profiter de la crédulité des gens et de la crédulité des fighters surtout. C'est ça qui est encore pire pour le reste. On est à un niveau, je pense, c'est Carnera, c'est des mecs comme ça, tu vois, genre c'est vraiment ça, tu profites de la crédibilité d'un mec comme Chuck Liddell qui a l'équivalent, je pense, là il n'y a plus de réflexion en fait, c'est-à-dire il a pris trop de coups dans sa carrière, il a pris trop de coups visiblement, enfin, de substance ou j'en sais rien, peut-être, voilà. Supposition, voilà. Mais quand tu entends parler, c'est un mec clairement n'a plus du tout de lucidité sur sa position actuelle. Le mec a 48 ans, il n'a pas mis les gants depuis je sais pas combien de temps, il est sur une succession de 6 défaites, là où je sais pas, et des KO assez violents. C'est inconscient de faire un match comme ça, même si c'est contre Tito Ortiz, qui lui aussi est un vieux cheval de bataille. Je trouve que c'est inconscient et c'est même dégradant d'une certaine manière. C'est un terme assez violent. Moi, c'est pas une question de morale ou de ouais, il faut pas montrer ça aux gens, ça j'en ai rien à péter en fait. Mais le truc, c'est une question de respect pour les combattants. Il y a un moment, il faut penser, faut savoir leur dire stop, tu vois. Faut pas les écouter. Devant les combattants, ils sont pas rationnels, ils auront toujours l'impression ou l'intention de prouver quelque chose. Je pense que c'est important pour les gens de leur dire bon, écoute, c'est bien, regarde tes vidéos, t'as eu une bonne période, voilà, c'est bien. Ouais, bah, je suis d'accord. Heureusement, quelque part, dans tout ça, que c'est dans une organisation qui sera minime. Bon, quelque part, déjà, au moins, c'est pas le Bellator qui se remet à faire des Kimbo Slice, Dana 5000, ou l'UFC qui fait les CM Punk. Ce sera donc probablement pas aussi médiatisé. Tito Ortiz parlait qu'il espérait 500 000 pay-per-view. Bon, je pense que là, clairement, c'est pour faire parler du poids plus qu'autre chose, et lui, il ne croit pas, mais. Ouais. Tu penses qu'il y croit? Ah, il y croit, je pense. Donc, il est vraiment aussi taré qu'il en a l'air. Mais voilà, c'est dommage, et on peut reconnaître ça à Dana White, c'est que Dana White avait vraiment forcé Chuck Liddell à arrêter. Ils étaient amis, bon, c'est clair que c'est pas. Il avait donné un taf. Et d'ailleurs, que le WEMG, le plus gros propriétaire, l'a viré. À son commun maintenant. Mais voilà, Chuck Liddell, on pensait que c'était terminé, il avait son job avec son costard cravate, etc. Et il revient, et je suis d'accord avec Willy Doxo, c'est sale de la part de La Hoya de faire ça. C'est vraiment, clairement, donc, c'est uniquement pour le blé. Mais en plus, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il aurait pu très bien faire genre un combat d'exhibition. Là, je ouais. Match d'exhibition, tu vois, et dans les gens devraient quand même regarder, ça les aurait amusé. Mais en fait, il sait très bien qu'il y a il veut créer quelque chose de morbide là-dessus, tu vois, parce qu'il sait très bien que il y a plein de connards qui vont vouloir regarder un mec se faire mettre KO, tu vois, c'est ça. C'est exact, enfin, c'est vrai, faut pas se mentir non plus. Et il joue sur cette fibre un peu perverse des gens. Et moi, ce que je te dis, c'est franchement, Chuck Liddell, tu lui vends tout ce que tu veux. Tu l'enrumes, c'est-à-dire moi, demain, je me fais le bon promoteur et je dis ouais, on va faire combattre John Jones, il y va, tu vois, le mec. Il va, donc je veux dire, il faut être un peu responsable. Et si jamais, moi je dis en fait, c'est un événement qui est clownesque, on en rigole un petit peu et tout, mais si jamais il y a un mort, tu vois, parce qu'il n'y a pas encore eu ça, tu vois, mais ce sera désastreux en fait. Parce que c'est vrai qu'au final, voilà, on en fait le chou-gras, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Dana 5000 contre Kimbo Slice, il est vraiment mort pendant le cliniquement, dans la cage. On en est vraiment là, c'est-à-dire que c'est des combats où les mecs sont tellement peu préparés et sont tellement là que pour encaisser le chèque ou alors se rappeler de leur gloire passée, que c'est vraiment, vraiment dangereux au sens premier du terme pour leur santé, dans le sens où ils peuvent y laisser leur peau. Dana 5000, il a failli laisser vraiment sa peau. C'est ça. Il est mort cliniquement pendant quelques mois. Bref, donc le combat de la honte bientôt aux États-Unis. On s'excuse, on présente nos excuses auprès de Union Game et de toutes les personnes qui nous ont posé des questions sur les différents réseaux sociaux parce que nous n'avons effectivement pas le temps d'y répondre. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour un nouveau threesome de l'enfer, pour y répondre. Allez, sur ce, à la prochaine, salut. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess fucking what? I back it up!